Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie à vous tous d'être ici pour ce panel virtuel. Aujourd'hui, nous allons discuter de tout ce qui est la situation des personnes immigrantes en situation de handicap. Mais vous allez voir, bien sûr, que on va y ressortir beaucoup, surtout des personnes immigrantes et après, pardon, des personnes handicapées et après tout ce qui est immigration, mais on va faire des petites précisions. Voilà. Cette conférence est l'une de 9 conférences qui sont financées par Patrimoine Canada. Ces conférences-là, vous pouvez les trouver en ligne. Et voilà, aujourd'hui, je ne me suis pas présentée. Mon nom est Nathalie Crevoisier. C'est moi qui est la coordonnatrice du projet ISE. Donc, inclusion, diversité et équité pour les personnes racisées en entreprise, ID. Et ce projet, comme je vous ai, est financé par Patrimoine Canada, mais est effectué par Intégration Jeunesse du Québec. Nous, on s'occupe depuis plus de 40 ans maintenant à travailler tout ce qui est l'employabilité, les ressources humaines, euh, on vend des services toujours par rapport à l'employabilité et les ressources humaines et on offre diverses formations. Vous pouvez aller visiter notre site web pour plus d'informations. Ce matin également, j'ai ma collègue Marcilène Costa da Silva qui va gérer le chat et la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions et réponses, n'hésitez pas à les poser. Euh, voilà. Si ça ne concerne pas nécessairement le discours qui est en train d'être prononcé, vous pouvez garder vos questions, voilà, vos questions pour la toute fin. Il va y avoir une période questions-réponses qui sera faite à la fin de la présentation. Je remercie mes panélistes. Maintenant, ils vont se présenter. Premièrement, j'ai Madame Christine Larrivée du SDEM CEMO. J'ai Madame Christine Morin du CRIPECH et Monsieur Mathieu Hall de Pitch Honor. Madame Larrivée, vous pouvez vous présenter. Donc, Christine Larrivée, je suis agente de communication et de liaison au SDEM CEMO Montérégie, qui est un organisme d'aide à l'emploi pour personnes handicapées. On couvre tout le territoire de la Montérégie. Parfait. Merci. Madame Morin. Bonjour, merci. Christine Morin, je suis professeure au Cégep du Vieux-Montréal, mais je suis également chercheuse et responsable du développement au CRISPECH, donc le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et nous, donc, notre mission, c'est vraiment de contribuer à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société québécoise, donc tant en inclusion scolaire, en inclusion socio-professionnelle qu'en inclusion sociale. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Ça nous fait plaisir également, Madame Morin. Et Monsieur Mathieu Hall. Oui, bonjour, merci pour l'invitation et merci à mes autres panélistes confrères d'être là. Je suis donc Mathieu Hall, le président et cofondateur de Pitch on Air, qui est une entreprise de logiciels de haute technologie. Et nous avons la particularité d'avoir eu en stage pendant 6 à 8 mois un jeune étudiant d'origine haïtienne qui était aveugle de naissance et qui nous a permis de travailler sur l'accessibilité de notre logiciel pour les personnes avec une déficience visuelle notamment, ce que l'on n'avait pas
prévu. C'est un univers qu'on ne connaissait pas en fait du tout. On s'était jamais posé cette question-là, et donc on a découvert tout un environnement complètement différent qui nous a et m'a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment dans l'inclusion des personnes handicapées en entreprise. Un gros merci, Monsieur Hall. Je suis certaine que vous allez pouvoir nous donner des pistes en tant qu'employeur et nous inspirer aussi pour qu'on ait tous envie d'inclure nos concitoyens en situation de handicap. Donc, la conférence de ce matin va nous permettre de mieux comprendre la réalité de nos concitoyens en situation de handicap en- pour ceux qui ont trait au marché du travail. Quelle est leur situation actuellement en 2022? À quoi sont-elles, ces personnes-là, confrontées lorsqu'on parle d'emploi, d'employabilité, de travail? Quelle est la richesse de leur embauche en tant qu'employeur? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'embaucher des candidats, des employés plutôt qui sont en situation de handicap? Et finalement, à quoi s'attendre en tant qu'employeur? À quoi on s'attend lorsque on a des plans d'embauche de clientèle en situation de handicap et également comment se préparer? Hein? Parce qu'on on veut préparer les gens, on veut les coacher, on veut qu'ils soient prêts à intégrer le marché du travail et qu'ils sachent à quoi s'attendre dans l'entreprise. Mais est-ce que les entreprises sont prêtes à le recevoir? Est-ce que le marché du travail est prêt à recevoir ce concitoyen-là? Donc, voilà. On va maintenant commencer avec nos questions. Si Marceline, on n'a pas de commentaires pour l'instant, j'imagine? Non, on n'a pas. Non, il n'y a pas de commentaires. On n'a pas de commentaires. Parfait. Donc, on va commencer avec la première question. En 2022, lorsqu'on parle de personnes en situation de handicap issues de l'immigration, de qui s'agit-il? Quelles sont les réalités de ces personnes-là? À quoi elles font face, Madame Larrivée? C'est sûr que nous, dans un organisme en employabilité, personnes handicapées, pour nous, on fonctionne évidemment avec la loi sur les personnes handicapées du Québec. Donc, c'est toute personne qui a des obstacles dans ses activités quotidiennes. Il faut que la situation soit permanente et persistante, dans le fond. Donc, on peut être en situation de handicap si on a une jambe cassée, mais évidemment, ce ne sera pas une situation qui est permanente. Donc, chez nous, personnes handicapées, c'est problématiques de santé mentale, des déficiences physiques, des déficiences sensorielles, comme parlait tantôt M. Hall, que ce soit une personne sourde, une personne aveugle, quelqu'un qui a un trouble du langage, une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, chez nous, on a toutes les types de déficiences. C'est sûr que nous, on ne fait pas de distinction entre personnes handicapées et personnes issues de l'immigration ou nées au Québec. Donc, évidemment, on travaille avec des individus qui ont leurs particularités, leurs forces, mais aussi ça fait plus de 25 ans que je travaille avec cette clientèle-là, donc c'est sûr que pour moi, c'est une clientèle en or. Et quelles sont les réalités auxquelles elles font face? C'est sûr que c'est des gens qui ont rencontré toutes sortes d'obstacles dans leur vie et donc intégrer le marché du travail, pour eux, ce n'est pas un obstacle supplémentaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés encore qui entourent la personne handicapée. Hein. Souvent, quand on pense personne handicapée, les gens voient nécessairement des personnes en fauteuil roulant ou une personne avec une déficience intellectuelle, mais comme je le disais tantôt, c'est tellement plus vaste que ça. Il y a énormément d'handicaps invisibles. Hein. C'est sûr qu'avec les hausses de problématiques de santé mentale au cours des dernières années aussi, c'est venu augmenter là,
beaucoup le bassin de clientèle chez nous. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une personne sur 10 qui va être touchée par une problématique de santé mentale dans sa vie. Aujourd'hui, on parle d'une personne sur 4. Donc, c'est sûr que il y a une grosse hausse là, dans ce bassin-là. Et les personnes issues de l'immigration ne font pas exception. Hein. Il y en a beaucoup qui arrivent de pays en guerre, donc sont en choc post-traumatique ou arrivent avec toutes sortes de problématiques de santé mentale. Fait que c'est sûr que c'est une réalité là, qu'on voit beaucoup. Et nous, chez nous, c'est notre majeur. Là. C'est dans ce type de clientèle-là qu'on a le plus de clients. À ce moment-là, on pourrait parler d'un double handicap. Bien, c'est sûr qu'on voit de plus en plus depuis quelques années de comorbidités, effectivement, de gens qui ont 2 diagnostics, 3, même fois, parfois 4. Effectivement, là, des problèmes, des troubles du langage combinés avec une déficience intellectuelle, des fois viennent s'ajouter des problématiques de santé mentale. Effectivement, c'est les réalités auxquelles on fait face là, depuis quelques années, encore plus. Parfait. Merci, Madame Larrivée. Madame Morin, comment pouvez-vous répondre à cette question? En fait, c'est intéressant que je puisse parler après Madame Larrivée. Nous, au Centre de recherche, au CRISPECH, on préfère utiliser le vocable personne en situation de handicap. On en a déjà parlé, vous et moi. En fait, l'idée de la situation de handicap, c'est un autre paradigme. Donc, on peut regarder la personne qui a une déficience ou une incapacité, puis se dire, bon, c'est une personne handicapée, puis c'est la position du SDEM-CEMO, et c'est tout à fait juste, et c'est la loi qui prévaut au Québec. Mais l'utilisation du choix de mots personne en situation de handicap, sans aller dans tous les détails techniques, ça provient de ce qu'on appelle un modèle social du handicap. Donc, ce qu'on a voulu faire avec le modèle social au Québec, c'est de dire, bien, attention, la personne qui a une incapacité n'est pas nécessairement incapable de faire des choses. Ça ne veut pas dire que l'incapacité, la responsabilité de l'incapacité incombe à elle seulement. Donc, quand on parle de situation de handicap, on va dire une personne arrive dans un milieu, dans un environnement de travail ou un environnement social avec ses forces, ses particularités, ses défis, ses caractéristiques, et elle va rencontrer un environnement qui est à la fois physique et à la fois social, qui lui aussi a ses particularités, ses forces, ses défis, ses caractéristiques, et donc comment l'interaction de la personne dans un environnement donné va la mettre en situation de handicap ou pas. Donc, on connaît tous les rampes d'accès. C'est un exemple classique en accessibilité. On va dire, si un immeuble a une rampe d'accès, un ascenseur, il est accessible à des personnes qui peuvent avoir des problèmes au niveau moteur, par exemple, qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une canne ou qui ont... Donc, il y a différentes personnes qui pourraient avoir besoin de façon temporaire ou permanente d'avoir accès à une rampe d'accès pour entrer dans un immeuble plutôt qu'un escalier. Donc, l'idée, c'est si cette personne-là se trouve dans un environnement qui est accessible, elle ne sera pas en situation de handicap, elle peut participer pleinement. Donc, l'idée de la situation de handicap, c'est aussi une mesure de la participation sociale. Et ça permet de partager la responsabilité de la situation de handicap entre l'environnement et la personne qui, bien sûr, arrive avec parfois des incapacités à tous les niveaux. Là, Madame Christine Larrivée l'a bien mentionné, là, tous les types de déficiences ou d'incapacités qui existent. Par ailleurs, par rapport à l'emploi, une personne en situation de handicap, si on prend cette idée-là puis on la transpose dans le milieu de l'emploi, on va dire, bien, l'employeur, comment il peut rendre son environnement de travail le plus accessible possible pour des personnes qui présentent des déficiences ou des incapacités, puis faire en sorte qu'elles soient le moins en situation de handicap possible pour avoir une participation au niveau du travail, du monde du travail la plus grande possible. Donc, c'est sûr que les chiffres qui ont été donnés là, par Mme Larrivée sont actuels, puis on parle d'environ, l'OPHQ parle d'environ 16% de la population qui vit avec une incapacité. Donc, c'est quand même beaucoup de gens, et c'est des gens qui ont, on va en reparler probablement, mais c'est des gens qui ont des capacités, qui ont beaucoup de choses à apporter. C'est des personnes là, comme vous et moi. Donc, ils ont autant de force et de contributions à apporter au monde du travail. Donc, à votre question, qui sont-ils ou qui sont-elles? Bien, c'est sûr que les gens qui sont issus de l'immigration ou qui font partie de groupes minorisés,
les particularités de ce qu'ils ont à vivre, c'est possiblement plus de discrimination. Et donc, quand on parle de la situation de handicap, Mme Larrivée vient de le nommer, il y a beaucoup de stéréotypes qui entourent la situation de handicap. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes qui entourent les personnes qui ont un statut ou qui sont issues de l'immigration récente ou qui font partie de groupes minorisés. Bien, à ce moment-là, d'avoir une intersection de ces deux marqueurs-là de diversité, d'être à la fois en situation de handicap et de provenir d'une immigration récente ou de faire partie d'un groupe ethnoculturel minorisé, bien, ça nous met doublement à risque, je dirais, d'être en situation de vivre de la discrimination puis de faire l'objet de préjugés, de stéréotypes, etc. Donc, si je peux répondre rapidement, je dirais ça. Il y a plein d'autres choses qu'on pourra dire, là. Et j'imagine aussi que, dépendamment, si on voit l'handicap, si on ne le voit pas, ça va être plus difficile pour la personne. Bien, pour la personne, je pense qu'il n'y a pas une situation qui est la même. Il y a la question de, pour la personne en situation de handicap, avoir un handicap invisible. Puis là, ils sont de toute nature. Là, il y a les problématiques de santé mentale, les troubles d'apprentissage, certaines maladies chroniques. Donc, il y a troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a plusieurs choses qui pourraient entrer sous le vocable personne en situation de handicap invisible. Il y a des gens qui sont plus confortables avec une situation de handicap invisible parce que ça n'oblige pas le dévoilement. Et donc, ils se sentent moins la cible de ces préjugés ou de cette discrimination-là. À l'opposé, il y a des gens qui ont une situation de handicap invisible, qui le dévoilent ou pas, parce qu'ils sont un peu différents, ils vont attirer la discrimination ou les stéréotypes, les préjugés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de situation. Dans le milieu de l'emploi, ce qui arrive souvent, c'est qu'un employé qui ne dévoile pas sa condition en situation de handicap, puis je suis certaine que Mme Larrivée peut en parler mieux que moi, s'expose à vivre de l'incompréhension dans son milieu s'il ne dévoile pas sa condition et qu'il aurait, par exemple, besoin d'accommodement. Mais je voudrais juste mentionner que quelqu'un qui a une situation de handicap, qu'elle soit visible ou invisible, qui a des incapacités, ça ne veut pas dire qu'elle va être en situation de handicap dans son environnement de travail. Il y a plein de gens qui ont des situations de handicap visibles ou invisibles qui sont pleinement fonctionnelles. Je vais juste défaire déjà ce premier mythe-là. Pas toutes les personnes qui sont en situation de handicap qui le sont au travail. Parce qu'il y a des environnements de travail qui sont adaptés puis ils sont dans les bons postes pour eux. Parfait, je vous remercie. Et effectivement, en parlant d'environnement de travail, Monsieur Mathieu Hall, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qui sont ces personnes-là? À quoi font-elles face selon votre expérience? Merci. J'aime beaucoup les interventions des deux Christine, en fait. Et pour la petite histoire de notre expérience, quand on a rencontré donc Michel Anthony, qui était notre stagiaire haïtien aveugle, ça s'est fait un petit peu, c'est un petit peu cocasse comme histoire, puisqu'on s'est rencontrés dans un événement dans lequel je venais parler de mon logiciel qui permet de pratiquer des exercices de communication verbale et donc d'améliorer sa prise de parole, notamment. Ça, c'est vraiment une courte introduction à la chose. Il est venu se mettre devant moi, j'avais un petit kiosque, et il m'a demandé si mon logiciel était fait pour eux. Donc, sa question était, est-ce que votre logiciel est fait pour nous? Donc moi, je me suis levé, il est très grand, et quand il a dit ça, et là je rebondis sur le fait de ne pas forcément voir le handicap, moi je n'ai pas constaté qu'il était aveugle, évidemment, puisque c'est pas écrit sur son visage et ça se voit pas forcément. Donc je pensais qu'il me posait la question parce qu'il était noir de peau. Et donc moi de répondre que mon logiciel, justement, on avait travaillé très très fort pour qu'il n'y ait pas de biais cognitif à l'intérieur, et donc de ne pas répéter, et c'est souvent le cas, donc quand on parle, moi je suis un gars de technologie et en intelligence artificielle depuis quelques années, on parle souvent des biais cognitifs des technologies qui sont en fait le reflet tout simplement des gens qui les ont programmées et un petit peu de ce qui se passe dans la société. Donc, on a fait en sorte évidemment de ne pas mettre ces biais-là dans notre technologie pour s'assurer qu'elle répond au plus grand nombre de personnes. Et quand il m'a dit non, non, c'est pas parce que je suis noir que je vous pose la question, c'est parce que je suis aveugle, oui, en effet, je me suis retrouvé à faire comme ah, ok, je ne m'étais pas posé la question. Quand il est arrivé le temps où sa professeure en fait nous a demandé si on pouvait l'aider à trouver un stage, parce qu'on a eu très très vite une très bonne relation avec lui. Moi, j'ai eu envie de le prendre en stage, mais je ne savais pas comment
l'inclure dans mon équipe, déjà d'en parler à l'équipe, de leur expliquer ce qu'ils pouvaient faire, qu'il allait nous aider à rendre accessible justement nos technologies aux gens qui sont en déficience visuelle ou même des fois en déficience physique, parce qu'il y a ça aussi et on ne se pose pas forcément la question que dans la programmation Internet ou dans la programmation informatique, il faut penser à ces gens-là pour que les sites Internet leur soient aussi destinés, qu'ils puissent l'utiliser correctement. Mais c'était aussi l'équipement. Est-ce que je lui donne un ordinateur classique? Comment on fait pour s'organiser avec ça? Et finalement, ça a été beaucoup moins compliqué que ce que je pensais puisqu'il est déjà opérationnel, il est déjà tout équipé. Il existe des claviers d'ordinateur en braille. Alors si vous ne le saviez pas, moi non plus je ne le savais pas il y a encore 1 an et demi. Et en fait, il n'a aucune limitation dans son travail. Et donc c'est ça moi qui m'a ouvert les yeux il nous a aidés, pas forcément dans la programmation parce que j'ai déjà des gens pour ça, il nous a aidés à mieux anticiper justement l'accessibilité, donc comment rendre notre site accessible vraiment à 100% selon toutes les normes qui existent. Mais en plus, il a appelé des prospects, des clients, il a fait des démonstrations de notre logiciel sans que j'aie à me soucier de me dire qu'il ne serait pas capable de le faire. Évidemment, je l'ai accompagné sur les premières pour m'assurer que tout allait bien, qu'il pouvait répondre à toutes les questions. Mais j'ai découvert vraiment là, qu'il n'y avait pas de limitation, que son handicap ne le limitait pas dans ce qu'il pouvait faire. Donc en fait, s'il y a des limites, c'était moi qui en avais initialement. Et pas parce que j'avais des biais ou forcément des stéréotypes, mais parce que je n'avais pas de réponse à des questions que je ne m'étais jamais réellement posées avant et qui d'un coup sont devenues très très claires et où je me suis dit bah oui, à partir du moment où la personne elle a évidemment un potentiel, il faut utiliser ce potentiel à 100% et puis faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir dans l'organisation, peu importe le degré de son handicap. Donc je pense que il y a plein d'enjeux, mais comme le disait Madame Morin, je pense que les enjeux sont plus de la méconnaissance peut-être pour les entreprises et peut-être une certaine réticence parce qu'ils ne savent pas comment intégrer une personne en situation de handicap, alors que quand on s'ouvre complètement, on s'aperçoit que oui, il y a des enjeux, des défis, mais ils sont loin, loin, loin d'être insurmontables et la personne est loin de ne pas être efficace, au contraire. Parfait. Parfait, ça répond bien à la première question. Je ne sais pas, Marcellin, si on a des questions pour cette partie ou des commentaires? Non, pas encore. Parfait. Parfait. Donc, on va continuer. À nos panélistes, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'une entreprise doit savoir ou faire avant d'embaucher une personne en situation de handicap issue de l'immigration? On commencerait avec Madame Larrivée. Et dans le fond, comme je disais tantôt, oui, on travaille avec des personnes handicapées, mais après ma base, ce sont des personnes comme vous et moi. Donc, il faut juste être ouvert, je pense, à embaucher à cette clientèle-là qui a tellement à offrir et qui peut. Il y a plusieurs façons de commencer à s'intéresser à cette clientèle-là. Hein, quand on voudrait, par exemple, intégrer une personne, souvent des gens, pour commencer, pour faire une première intégration, vont créer un poste sur mesure pour une personne handicapée. Fait que ce serait de peut-être prendre des tâches de plein de personnes à l'interne dans son entreprise, puis de faire un poste sur mesure là, pour une personne. On voit ça souvent pour nos clientèles, par exemple, avec une déficience intellectuelle ou des tâches où ils sont bien dans des tâches routinières. Fait qu'il y a souvent des employeurs qui m'approchent à prime abord de cette façon-là. Et ensuite, c'est comme un peu la porte d'entrée pour tous nos autres clients qui, eux, ont peut-être moins sont moins en situation de handicap, là, comme Mme Morin le disait. Évidemment, chaque déficience a ses forces, chaque
on parlait du stagiaire de M. Hall. Les personnes en déficience visuelle, ce sont des gens qui sont souvent très, très joviales, des gens de bonne humeur, c'est des gens qui ont une mémoire phénoménale et en service à la clientèle, ce sont des super employés. Donc, moi, je trouve que chaque déficience a ses forces. Une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, qui a un profil plus comptabilité ou informatique, ce sont des machines à accomplir le travail. Là, je pense à un de mes anciens clients qui était en comptabilité. C'était une machine à rentrer des chiffres. Là. Il était droit comme un chêne du matin au soir. Il ne faisait aucune erreur. Donc, ça devient vraiment des employés hors du commun. Oui, bon, la communication est un petit peu plus difficile, mais l'employeur a mis des moyens. Il a comme installé un système de chat sur son ordinateur parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus facile de communiquer par écrit. Donc, c'est souvent pas très compliqué d'intégrer une personne handicapée. Et souvent, on pense que c'est des gens qui vont être moins productifs. Mais je peux vous dire que oui, il existe des programmes de subvention là, pour pallier au manque de productivité d'une personne handicapée. Mais chez nous, on place 80% de notre clientèle sans subvention. C'est donc dire que la majorité sont tout aussi productifs que vous et moi. Il s'agit juste de faire, comme on dit, le match parfait. Fait que c'est important peut-être de désigner une personne dans l'entreprise pour un parrain, un peu comme M. Hall disait, il a pris du temps avec son stagiaire pour s'assurer que tout se passe bien. Puis une fois que tout va bien, bien, la personne peut voler de ses propres ailes. Fait que c'est souvent désigner vraiment une personne ressource dans l'entreprise pour venir encadrer. Parfois, la personne peut avoir besoin d'un peu plus de temps pour apprendre les tâches, de venir réduire. Ça permet aussi c'est souvent des gens qui vont être un petit peu plus anxieux en début d'emploi, donc ça vient réduire de beaucoup l'anxiété aussi quand il y a un parrain, une personne ressource. Et les adaptations de poste ou les adaptations qu'on peut faire sont souvent minimes. Il y a souvent peu de frais. Ça peut être de jouer avec les horaires de travail, ça peut être de permettre justement là, à la personne un peu plus de pause. Hein. Chaque handicap a ses fragilités, mais en général, là, il y a beaucoup de mes employeurs qui vous diraient que l'essayer, c'est l'adopter. Parfait. Madame Morin? Ce qu'une entreprise doit savoir avant de faire l'embauche d'une personne en situation de handicap, ça a été bien nommé par Madame Larrivée, c'est des personnes donc, qui ont des forces et des besoins comme tout le monde. La première des choses que j'aurais le goût de dire, c'est quand on embauche une personne en situation de handicap issue de l'immigration, donc il y a deux ce qu'on appelle des marqueurs de diversité. J'allais dit tout à l'heure, la situation de handicap et le parcours migratoire. Une des choses qui est toujours bon de se garder en tête, ça peut être intimidant. On ne sait pas par où commencer. Ça peut sembler compliqué. Il faut juste y aller calmement, commencer quelque part, même si c'est petit. Puis moi, ce que je dirais à une entreprise ou à un employeur, c'est se garder en tête qu'une attitude d'humilité par rapport à la situation de handicap et par rapport au parcours migratoire, puis une attitude aussi de curiosité, c'est des bonnes postures de départ. On va peut-être faire des erreurs, on va faire de notre mieux. Comment cette personne-là a besoin d'être accompagnée pour arriver dans l'organisation, dans son poste, se poser des questions, puis c'est la meilleure façon, c'est d'enlever un peu de pression. Puis, comme Mme Larue le disait, on peut désigner une personne, un mentor, organiser un comité de mentorat pour les personnes en situation de handicap qui seraient issues ou non de l'immigration. Puis, se dire que, dans le fond, ce qu'on veut mettre en place, c'est du long terme comme moyen dans l'organisation. Puis, se donner la permission d'essayer des choses, puis poser des questions à la personne sur soit son besoin en termes d'accommodement. Est-ce que cette personne-là a besoin de mesures dans le cadre de son travail, que ce soit des logiciels spécialisés, un poste de travail adapté pour aller compenser ses incapacités. Je pense à quelqu'un qui travaillera en organisation avec un trouble d'apprentissage. Est-ce que cette personne-là, c'est aussi simple que de donner les bons logiciels pour faire la révision avant l'envoi de ses courriels, par exemple? Donc, c'est sûr qu'il y a
au niveau de la situation de handicap et du parcours migratoire, on peut faire 1000 combinaisons. Il n'y a pas un profil qui sera le même. Quand on parle de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme ou de trouble d'apprentissage, on parle de profils très différents, même à l'intérieur de ces catégories diagnostiques-là. C'est pour ça que nous, on aime l'idée de la situation de handicap parce que, dans le fond, concrètement, un diagnostic, ça a des particularités concrètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a comme besoin pour fonctionner dans un milieu de travail? Ça peut être très, très concret, là, en termes, justement, on le disait, d'horaire de travail. Ah, moi, quelqu'un qui a une maladie chronique peut dire, moi, je commence à 10 heures, je suis vraiment fonctionnelle. À 8 heures, ça va être difficile. Bien, c'est très concret, ça, au niveau du besoin, puis ça démystifie un peu la situation de handicap. Donc, pour les employeurs, je dirais humilité, curiosité, d'y aller tranquillement, puis se dire qu'on ne peut pas tout changer dans une organisation du jour au lendemain, mais que c'est des petits pas qui vont se faire graduellement. Il y a des organismes comme le CEMO qui sont spécialisés. Il y a de l'expertise pour aider les organisations, les entreprises qui sentent qu'ils en ont besoin, qui ont le goût d'apprendre plus. Nous, au CRISPECH, on a développé un outil et un guide qui s'appelle Incluvis. Je peux vous en parler tout à l'heure, mais c'est un outil qui vise à aider les organisations à réfléchir à l'inclusion des personnes en situation de handicap, puis justement à se donner des points de départ. Donc, on a un guide et un outil qui sont un outil qui est autodiagnostique, qui sont autoportants, qui peuvent être utilisés de façon autonome par les organisations où on les aide justement à se poser les bonnes questions étape par étape au niveau des différents stades de l'emploi. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression. Il faut se dire qu'on va apprendre, surtout si l'entreprise ou l'employeur ne se sent pas apte ou ne se sent pas compétent. Il y a une courbe d'apprentissage dans tout ce qui est nouveau. Et les personnes qui sont embauchées en situation de handicap et sur l'immigration, ils peuvent donner des réponses aussi par rapport à de quoi eux, ils ont besoin. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour eux ou elles? Je pense que ça a été le cas avec M. Hall. Nous, dans l'équipe au CRISPECH, on a fait l'embauche d'une assistante de recherche dans un projet qui était en situation de handicap, évidemment. Et puis, on a beaucoup appris, même si on est une équipe qui travaille sur la situation de handicap. Chaque situation étant particulière, on va toujours être dans le dialogue pour essayer de voir de quoi, comme tous nos collègues de travail, comment on pourrait optimiser le travail, de quoi on a besoin pour fonctionner le mieux possible. Puis, je le répète, avoir une incapacité, ce n'est pas un signe nécessairement qu'on est en situation de handicap dans un poste particulier. Donc, le dialogue, la curiosité, l'humilité, de commencer quelque part, ce serait mes suggestions de base pour un employeur, de bien s'outiller, d'aller chercher les bonnes ressources et puis d'essayer de ne pas trop se laisser intimider par l'idée de la situation de handicap du statut migratoire. Parfait. Merci beaucoup, Mme Morin. Et M. Hall, donc, qu'est-ce qu'il faut savoir et faire avant même l'embauche d'une personne en situation de handicap? En fait, il y a deux choses par rapport à ce qu'ont dit mes collègues. Déjà, évidemment, connaître le handicap. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut en être informé, alors que ce soit par la personne elle-même ou par l'organisme ou les professionnels spécialistes qui la suivent ou qui l'aident. Donc, être informé du handicap et se renseigner sur ce handicap. Comme je disais encore tout à l'heure, je pense qu'on a malheureusement peut-être pas forcément des stéréotypes ou des biais, mais des méconnaissances sur plein de choses. Et même si, par exemple, quand Mme Larrivé mentionnait qu'une personne du trouble de l'autisme peut être très bonne en informatique, on imagine le film Redman, je pense, qui date depuis très très longtemps, mais ça reste encore un exemple, en fait, exactement dans ce créneau-là. Il faut évidemment connaître donc le handicap de la personne et puis apprendre à ce sujet. Puis apprendre, ça veut pas dire devenir un expert et suivre des formations, mais ça veut juste dire se renseigner au moins un minimum pour bien comprendre comment on peut gérer et aider aussi la personne à bien intégrer notre entreprise. Une fois qu'on sait ça, j'ai envie de dire que c'est suffisant.
Parce que tout le reste qui concerne le recrutement revient pour moi à la même chose que si je recrute une personne de 50 ans ou une personne de 25. Je vais être confronté, par exemple, ce que disait Madame Morin, je suis plus efficace à partir de 10 heures. Vous allez prendre un Millennium, si vous lui demandez d'arriver au bureau à 8 heures, il va vous faire comme wow, et 8 heures, c'est bien trop tôt pour moi. Demande-moi d'arriver à 9h30, il n'y a pas de souci. Par contre, je partirai à 19 heures. Et puis, vous parlez à quelqu'un de 50 ans, si vous dites qu'il faut rester au bureau jusqu'à 19 heures, il va faire comme hey boy, moi à 17 heures, je suis parti, je suis plus là. Donc après, après le handicap, je dirais, si on met le handicap de côté, les problématiques ou les défis vont être les mêmes qu'on a à faire quand on fait de la gestion de personnel à mes yeux, à moi. J'ai une petite équipe, j'ai pas 500 salariés évidemment, mais je pense qu'après c'est de s'assurer aussi d'avoir un bon support à la formation. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est pas parce que la personne est en situation de handicap qu'il va falloir la former pendant 6 mois et qu'elle sera pas opérationnelle avant. Pas du tout. Dépendamment des métiers que l'on fait, nous, en technologie, une personne qui s'est fait certifier telle ou telle accréditation, que ce soit au Bangladesh, au Mexique ou bien en Finlande, ça reste la même accréditation partout. Elle peut utiliser les mêmes technologies partout. Donc, on n'a pas de barrière à ce niveau-là. Et puis, peu importe dans quelle langue elle l'a fait, le langage informatique, il a cette beauté-là qu'il est compliqué, mais qu'il est universel. Donc, à ce moment-là, il convient à tout le monde. Donc, je pense que d'avoir en effet un bon support après à la formation, mais tout simplement pour faire monter ses employés en compétences, qu'ils soient handicapés, issus de l'immigration ou non, c'est très important. Et le point qui a été mentionné au tout début, je pense que pour les personnes en situation de handicap, avoir en effet un tuteur ou un mentor au sein de l'entreprise peut faire une différence. Mais on le voit aussi avec les personnes qui n'ont pas de handicap, parce que de plus en plus, pour s'assurer d'une relève de la main-d'œuvre, on voit des personnes qui sont sur la fin de carrière mentorer des jeunes qui rentrent dans l'organisation pour les aider à bien comprendre comment ça fonctionne et très rapidement les rendre efficaces. Donc, je dirais que il ne faut pas justement focuser sur le handicap de la personne, le connaître pour mieux l'appréhender et mieux intégrer l'employé. Mais il ne faut pas que ça devienne le seul focus et qu'on focus que sur ça. Parce qu'une personne qui n'a pas de handicap peut très bien faire un travail correctement ou pas. Ce sera la même chose avec une personne qui a un handicap. Elle peut très bien faire son travail et puis à un moment donné, elle échappe un dossier, peu importe. C'est pas parce qu'elle était forcément handicapée qu'elle a échappé ce dossier-là, c'est parce que ça peut aussi arriver à tout le monde. Donc, il faut connaître le handicap, il ne faut pas focuser non plus que là-dessus après quand on embauche une personne. Voilà, très intéressant. Juste pour compléter un peu un petit témoignage, à un moment donné, j'avais fait le suivi justement d'un employeur qui avait embauché une personne handicapée. Je pense que c'était une chaise roulante, quelque chose électrique, voilà, une chaise électrique roulante. Et puis, cette personne était aussi issue de l'immigration. À ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est demander à quelqu'un de la commission scolaire de venir au travail, donner des cours de français, francisation. Comme ça, la personne n'avait pas à se déplacer dans sa chaise roulante après le travail. Donc, voilà, je connais un employeur qui a fait ça pour ses employés. Et ça, vous pouvez facilement vous contacter avec vos commissions scolaires. Je pense qu'il y en a un peu dans toutes les régions. Ils s'offrent ces services-là aux entreprises pour la francisation de nouveaux arrivants qui ont un peu de difficultés avec leur déplacement. Voilà. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous la question de l'apport socio-professionnel des personnes en situation de handicap. Selon vous, qu'est-ce qu'une PME ou un employeur quelconque a à
ait gagné en embauchant une personne ayant un handicap? Madame Morin, on peut commencer? Oui. Quelle est la part au niveau du milieu du travail des personnes en situation de handicap? Bien, c'est un petit peu ce qu'on dit en continu avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a des apports très positifs. Les données de la recherche nous montrent que c'est des personnes qui sont très peu absents. Donc, le taux d'absentéisme est plus bas, le taux de performance est très bon. Et puis, habituellement, c'est des employés qui sont fidèles à leurs organisations. Et donc, il y a une plus-value au niveau de l'entreprise ou de l'entrepreneur d'avoir des personnes en situation de handicap qui sont impliquées puis qui sont proactifs au niveau de leur participation dans le milieu de travail. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire, c'est aussi, quand on parle d'embauche de personnes en situation de handicap, une chose que j'allais vous dire, c'est que souvent les employeurs ne le savent pas, mais ils ont déjà des gens chez eux qui sont en situation de handicap. Quand on regarde les statistiques, si j'ai 10 employés, bien, techniquement, il y a déjà quelqu'un dans mon équipe qui est en situation de handicap. Si on est 50, c'est la même chose. Donc, est-ce que ces situations de handicap-là sont dévoilées ou pas? Ça, c'est une autre question parce que peut-être que la personne n'a pas besoin de faire son dévoilement parce qu'elle n'a pas besoin de mesures particulières dans son environnement de travail. Donc, il y a toutes sortes de subtilités, mais c'est sûr que la première des choses que j'allais vous dire, c'est probablement que la plupart des employeurs ont déjà des personnes en situation de handicap dans leurs organisations et sont peut-être même à même déjà de constater là, leur participation, leur efficacité, leur productivité au même titre que les autres employés. Quand on parle aussi d'embauche de personnes en situation de handicap, puis je vais rajouter là, issues de l'immigration, ben c'est sûr qu'on parle de diversité. Nous, au CRISPECH, quand on parle de situation de handicap puis quand on parle d'inclusion, on cherche à transmettre un message qui est, bien, dans le fond, l'inclusion. Quand on parle d'équité, diversité, inclusion, l'inclusion, c'est un paradigme, c'est une idée où on veut que tout le monde se sente accueilli avec ses caractéristiques et ses particularités. Donc, on ne demande pas aux gens de masquer ou d'éliminer certaines de leurs caractéristiques pour s'intégrer en emploi, mais on va dire, OK, vous arrivez avec toutes ces particularités-là, vous avez un parcours migratoire qui a été difficile, vous êtes ici dans un statut qui a été longtemps précaire, vous avez une situation de handicap qui vous demande des accommodements, donc c'est une réalité, puis ça fait partie de la diversité humaine. Et donc, comment on peut être tous différents, mais tous travailler pour la même organisation? Bien, ça se peut déjà, parce que des fois, on se trompe en pensant que si dans l'organisation, on a, par exemple, des gens qui sont tous de la même origine ethnoculturelle, ils sont tous similaires. C'est déjà faux. Donc, déjà, on a des fausses conceptions. Messial a parlé à plusieurs reprises de biais cognitifs. Bien, moi, je suis certaine que tout le monde ici, aujourd'hui, a des biais cognitifs. Ça, c'est une chose de laquelle je suis 100% certaine. Après ça, comment on peut en prendre conscience? Comment on peut les adresser puis faire des modifications en fonction de nos prises de conscience individuelles et collectives, hein, parce que les organisations aussi ont des biais. Ça, c'est des choses qu'on sait là, qui sont vraiment au niveau scientifique démontrées. Bien, ça fait partie de l'accueil de la diversité. Donc, une des choses que les employeurs ont comme réflexion à faire, c'est bien, oui, c'est quoi l'apport des gens qui sont issus de la diversité, donc la situation de handicap, le parcours migratoire ou la situation, le statut d'immigration, mais aussi, nous, dans l'entreprise, comment on voit la diversité. Puis, il y a un grand courant en ce moment qui dit, bien, la diversité, c'est un plus. Bien, il faut être capable de vraiment se poser des bonnes questions. OK, bien si, parce qu'effectivement, la diversité, c'est une richesse, puis ça, on le voit parce que si vous avez un environnement social qui est différent autour de vous, avec des gens qui ont des apports et des histoires de vie différentes, bien, ils vont avoir des perspectives différentes, puis c'est enrichissant pour un employeur. Mais jusqu'où on va accepter l'apport différent, puis différentes idées, puis différentes façons de faire, mais c'est souvent des négociations qui se font dans le temps avec les individus. Ah, OK, c'est une perspective que je n'avais pas anticipée ou que je n'avais pas vue sur un projet, par exemple, ou pour un poste ou pour une tâche. Et puis la personne arrive avec une façon complètement différente de voir cette tâche-là. Bien, c'est sûr que ça peut soulever des inconforts ou ça peut soulever juste « Ah, OK, ben, l'employeur peut utiliser ses propres biais inconscients pour voir ben, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis bien sûr, comment on peut travailler ensemble pour l'emploi comme tel, là, pour les tâches qui sont à être effectuées. Mais
mais aussi quelle est la place de la diversité dans mon organisation. Ça, c'est des bonnes questions aussi parce que soulever la question et du parcours migratoire et de la situation de handicap, ça soulève la question de, dans le fond, est-ce qu'on peut juste être différent, tout le monde, dans les milieux de travail? Puis qu'est-ce que ça voudrait dire pour une gestion dans une organisation, puis pour les gestionnaires, puis pour les chefs d'équipe? Parce qu'effectivement, il y a du travail à faire, puis on ne peut pas juste... tout le monde ne peut pas juste toujours choisir. On prend l'exemple de l'horaire. Par exemple, il y a des organisations qui doivent offrir un service de telle heure à telle heure. Donc, il y a des contraintes aussi à l'emploi. Et donc, mais on veut garder en tête l'idée de, OK, comment on transige avec la diversité dans notre organisation, puis en lien avec nos valeurs organisationnelles ou d'entreprise. Parfait, très intéressant votre réflexion, Madame Morin. Effectivement, on a des choses à apporter en tant que personne en situation de handicap, mais après, qu'est-ce qu'un employeur fait avec? Ça aussi, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette richesse? Madame Larrivée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au bienfait de l'embauche d'une personne en situation de handicap? Morel a bien nommé les deux grandes forces de cette clientèle-là, évidemment, c'est l'assiduité et la durée. Il reste longtemps en emploi là, pour une entreprise. Il y a plein de statistiques qui le démontrent. Là. Il y a une étude du Conference Board qui avait été faite il y a quelques années dans une chaîne de restauration rapide où une personne sans handicap restait en moyenne 1 an et 3 mois et une personne handicapée restait plus de 7 ans. Donc, c'est quand même au niveau de la rétention, on sait que c'est des coûts associés au roulement de personnel et c'est devenu une qualité vraiment en voie d'extinction au niveau des chercheurs d'emploi ou des nouveaux employés. Là. Donc, les employeurs ont tout à gagner là, juste à ce niveau-là. C'est sûr que de s'ouvrir à la diversité, ça amène à faire les choses autrement. Aussi, quand on est une entreprise qui offre du service à la clientèle, par exemple, bien, comme on est sensibilisé au handicap, on va souvent offrir un meilleur service à la clientèle à nos clients handicapés aussi, ça amène ça. Ça amène à penser en dehors de la boîte aussi, justement, pour faire les choses différemment. Hein. Nous, c'est arrivé souvent où on a développé des outils pour rendre nos clients productifs, mais ça a eu des retombées sur l'ensemble des autres employés et ça a rendu toute l'entreprise, dans le fond, plus productive. Ça amène aussi, je dirais, ça rejoint les valeurs aussi. Quand mon employeur embauche la diversité, bien, pour moi, je vais adhérer à cette entreprise-là si ça fait partie de mes valeurs. Fait que ça amène de belles retombées sur l'ensemble du personnel. Hein. Moi, c'est toujours l'exemple d'un de mes anciens participants qui n'avait pas de bras et qui était toujours de bonne humeur, toujours de bonne humeur. Donc, si un matin, moi, ça me tente un petit peu moins de rentrer travailler, bien, je vais penser à Sébastien, qui, lui, il rencontre toutes sortes d'obstacles dans sa vie, mais il est quand même content de venir travailler. Fait que ça amène ça aussi comme retombée là, sur l'ensemble du personnel. Fait que il y a plein d'avantages. Il y a même toutes sortes de statistiques là, qui démontrent que les entreprises cotées à la bourse qui embauchent des personnes handicapées ont vu leur revenu augmenter. Là. Il y a plein d'avantages comme ça. Bien sûr. J'imagine aussi que la clientèle se sent identifiée à la personne qui va la recevoir, qu'elle est handicapée. C'est à peu près la même chose quand vous partez, j'imagine, en voyage et que vous voyez, là-bas, il parle français. Mais ça vous donne envie d'aller voir la personne qui parle français, qui va peut-être mieux vous servir que quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement vos demandes. Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Monsieur Hall, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Oui, j'ai vu il y avait une publicité il y a quelques années, là, je crois que c'était en Angleterre, je ne sais plus où c'était
il y avait comme une espèce d'accident de voiture ou une voiture qui était en panne. Et une personne sortait qui était un peu énervée là parce qu'elle perdait son temps, puis il y a eu l'accident et elle commençait à crier un peu sur la personne qui était en face d'elle. Et la personne qui était en face d'elle, en fait, a sorti une petite carte où c'était écrit je suis, je sais plus, je suis autiste ou j'ai tel ou tel ou tel problème de santé mentale ou je suis sourd, mais je sais plus exactement ce que c'était. Et ça avait tout de suite mis l'autre personne en état de oh ok et la personne a réadapté son discours plutôt que de s'énerver parce qu'elle avait perdu du temps. Finalement, on a vu beaucoup d'empathie dans cette personne à dire ah ok bon il n'a pas fait exprès, je vais l'aider différemment. Et du coup c'est comme si on avait les mêmes images, les mêmes personnes, mais tout avait changé de par le fait que la personne a montré quelque part son handicap. Je pense que dans les entreprises, c'est justement un petit peu ce genre d'image que ça peut amener. Si on a des collègues issus de la diversité, qu'on a des personnes avec des situations de handicap diverses, okay, il me semble que ça ressemble à la société. Et une entreprise est un écosystème, c'est une mini-société qui a un objectif commun, okay, dans laquelle il y a un système hiérarchique comme il y a dans nos sociétés et dans laquelle les gens qui font cette entreprise ont des histoires différentes, ont des vies différentes et ont forcément donc on va dire des états différents. Et je pense que c'est ce qui fait la force d'une organisation que d'avoir des gens divers et variés qui sont tous à la bonne place pour faire le bon travail au meilleur de leur capacité et de leur potentiel en se sentant apprécier leur juste valeur. Ça a l'air beau comme ça quand c'est décrit de cette façon-là, ça a l'air parfait. Évidemment, c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps dans les entreprises, mais c'est ça qu'on veut in fine pour s'assurer que notre entreprise va être performante. En traitant nos gens correctement, ils traiteront nos clients correctement et peu importe les gens qu'on a dans l'organisation. Donc, moi, quand j'entends parler un petit peu des fois de tendance à l'inclusivité, à la diversité, etc., je me dis déjà qu'on se trompe parce qu'il ne faut pas que ce soit une tendance, il faut que ce soit une norme. C'est juste normal de recruter des gens et moi, j'ai peut-être un petit peu des fois un manque de filtre et je sais que des fois, ça peut me jouer des tours, mais quelque part, je me moque finalement de l'orientation sexuelle de la personne, de sa couleur de peau, de sa provenance, de sa religion, de son handicap, tant et aussi longtemps qu'elle a les compétences dont j'ai besoin dans mon organisation. On va la recruter. On va la faire rentrer chez nous et on va la faire monter en compétences. Et peu importe si cette personne s'en va dans 6 mois, pendant 6 mois, elle aura été hyper compétente pour nous. Puis si elle s'en va ailleurs après, c'est pas grave, on l'aura fait monter en compétences et on aura eu le meilleur de ce que la personne pouvait nous donner pendant le temps qu'elle restera chez nous. Donc, je pense que c'est un état d'esprit aussi que les gens doivent avoir, que les employeurs doivent avoir, aussi bien pour la diversité culturelle et ethnoculturelle que sur les personnes en situation de handicap. Parfait. Madame Morin, vous voulez prendre la parole? Oui, parce que je voulais faire du pouce sur ce que M. Al vient de nommer. En fait, quand il dit, pour moi, c'est juste normal, une personne, peu importe sa situation, son parcours, etc. Et puis, je me dis, c'est exactement ça un peu les valeurs de l'inclusion puis les valeurs du modèle social, de dire, partageons la responsabilité. Il y a des gens qui sont en situation, par exemple, de handicap et qui ont besoin d'un environnement qui est ouvert et accessible. Et donc, l'accessibilité, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la rampe, mais ça se trouve aussi dans les attitudes. Donc, comment je suis reçue? Je peux avoir le plus bel environnement physique où j'ai accès avec un fauteuil roulant ou avec
peu importe mes besoins au niveau de la lecture à l'ascenseur, des boutons en braille, etc., etc. Donc, je peux avoir un environnement physique qui est hyper adapté et les gens qui y travaillent m'accueillent de façon très peu inclusive et très peu accessible. Et donc, je peux à ce moment-là ressentir de la discrimination et me sentir pas à ma place. Alors, la visée de l'inclusion, c'est vraiment de dire que tout le monde a sa place. Il faut que les environnements sociaux et physiques soient accessibles. Donc, c'est aussi les attitudes. Or, les temps changent. Aujourd'hui, on va dire, ben voyons donc, quelqu'un qui a un marqueur de diversité, que ce soit le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, on est rendu ailleurs, mais on a fait du chemin parce qu'il y a 150, 200 ans, même il y a 100 ans, on parlait d'exclusion de certaines parties de la population, particulièrement quand on parle du handicap ou de la situation de handicap, ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans la société. Elles étaient mises dans des institutions, elles étaient complètement exclues. Donc, on en a fait du chemin depuis 100 ans. Dans le cas de la situation de handicap, par exemple, ne serait-ce que de la façon dont on choisit les mots pour parler de la situation de handicap, mais aujourd'hui, on essaie d'aller ailleurs et de dire, ben, comment on peut rendre nos environnements accessibles. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu la normalisation. Quand on dit, ben, il y a la norme, puis il y a les gens qui sont en dehors de la norme, ça, c'est une ancienne mentalité. Puis aujourd'hui, on dit, ben, comment on peut inclure le plus de diversité possible? On est plus dans une dénormalisation où on dit, ben, tout le monde est différent. Là. La société, c'est la diversité. Donc, on est en train de changer ces mentalités-là. Évidemment, les jeunes générations, ils ont des relations sociales qui sont beaucoup plus ancrées dans la diversité. Puis ça va probablement mener les choses plus loin. Mais je trouvais ça intéressant d'entendre ça parce que pour certaines personnes, c'est des évidences de dire, ben, c'est pas important le marqueur de diversité, mais on en a fait beaucoup de chemin. Et puis, collectivement, il faut encore mettre des choses en place, ne serait-ce qu'au niveau des attitudes pour dire, ben, OK, comment on peut mieux informer les gens pour que ça soit une évidence de dire, ben oui, c'est pas grave si on a une couleur de peau différente, qu'on a une langue première qui est différente. On est tous des humains, on porte tous la diversité. C'est sûr que ça peut sembler comme une évidence utopiste. Après ça, c'est de dire, mais comment ces valeurs-là, ils peuvent être ancrés dans un environnement. Comment on donne de la formation justement dans l'entreprise pour être sûr que les gens, au niveau de l'attitude, il y a une accessibilité dans l'attitude aussi là, qui fait en sorte que tout le monde est bienvenu comme il est. Parfait. Je vois que je peux réagir. Si je peux juste conclure là-dessus sur ce que dit Mme Morin, souvent c'est les personnes qui ne sont pas en situation de handicap qui vont être, comme on a l'impression, plus protectionnistes auprès des personnes qui ont un handicap, alors que ces mêmes personnes qui ont un handicap ont envie d'être traitées de la même façon que tout le monde. Et moi, je l'ai vu avec un petit gamin qui est TDAH, que je coach au soccer l'été. Les parents ne veulent que ce soit que moi qui le coach. Maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai. Et moi, quand j'ai rencontré ce petit gamin la première fois, et les parents sont venus me voir pour me dire « Attention, TDAH, etc. » Ils voulaient me mettre en garde. Puis moi, je leur ai dit bah, « Écoutez, on va faire un truc très, très simple. C'est que ça ne fait aucune différence. » Il va être traité de la même façon que les autres. Je ne ferai pas un traitement spécifique pour lui. Si je dois lui dire des choses qui ne marchent pas, je lui dirai de la même façon que je le dis aux autres et je l'encouragerai de la même façon qu'on le fait aux autres. Voilà. En fait, le père m'a regardé avec des yeux ouverts en me disant « Oui, s'il te plaît, justement, ne stigmatise pas mon enfant auprès des autres. » Alors oui, il a fallu faire quelques petits arrangements. Il a fallu lui donner, par exemple, il y avait un ballon dans les 15 ballons que j'ai pour chacun des enfants. Il y avait un ballon. Lui, il avait pris le ballon, c'était comme le sien. Puis si à la pratique d'après, quelqu'un le prenait, là, il venait me voir et il se sentait mal. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris un stylo feutre noir et j'ai dit aux enfants de prendre leur ballon en faisant attention de lui donner celui qu'ils voulaient au petit enfant TDAH. Et j'ai dit, écrivez votre nom dessus, ce sera maintenant votre ballon. En faisant ça, je ne l'ai pas stigmatisé spécifiquement lui. Par contre, j'ai rendu les 15 heureux parce que les 15 ont écrit leur nom sur leur ballon et ils se sont sentis comme « Hey, c'est mon ballon ». Et ils ont eu une appartenance à quelque chose qui les a tous finalement aidés et rendus heureux. Donc, je pense qu'il faut en effet considérer les gens en situation de handicap. Évidemment, il faut faire attention à plein de choses, mais de la même façon
qu'on traite les autres et pas toujours avoir comme ça une espèce d'attention tout le temps plus particulière. Il ne faut pas les stigmatiser ou qu'ils se sentent comme plus évalués ou plus respectés que les autres, parce que je ne pense pas que ça joue en leur faveur au fur et à mesure, parce que les autres pourraient se sentir à dire « Ah bah là, on en fait plus pour telle personne parce qu'il y a le handicap ». Donc la stigmatisation, parfois, vient même dans les choses qu'on veut forcément bien faire. Il faut être très prudent avec ça et ne pas les stigmatiser en voulant trop en faire d'un autre côté non plus. Voilà, c'est génial ce que vous dites. Moi, j'ai un enfant autiste, puis la meilleure manière de faire qu'elle fonctionne comme les autres, c'est la traiter comme les autres. Voilà, comme n'importe qui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose parce que M. Anne voulait conclure, puis je sais qu'on a d'autres questions, mais ça m'amène à une chose qui est un concept qui est important pour les employeurs. Oui, effectivement, il ne faut pas stigmatiser les personnes en situation de handicap ou ici l'immigration, c'est super important. Puis là, en même temps, il y a une partie de moi qui dit mais il faut quand même mentionner qu'il y a des mesures qu'on peut mettre en place qui vont être des mesures d'équité. Donc, l'équité, ce n'est pas de l'égalité. C'est tout le monde pareil, ça peut marcher dans certains contextes, puis des fois, dans certains contextes, ça porte préjudice à des gens qui ont des incapacités. À ce moment-là, on va dire à l'employeur, mettez en place des mesures d'accommodement pour aider la personne pour compenser ses incapacités. Comme tantôt, on parlait de clavier braille, M. Hall mentionnait, il y a 1000 exemples pour des exemples d'accommodement. Puis, pour s'assurer que les autres employés ne voient pas ça comme des traitements de faveur, il faut expliquer que ce sont des mesures d'équité. Donc, c'est des mesures qui visent à pallier une incapacité pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, l'équité sert à moyen terme ou à une visée d'égalité. Donc, on se dit, on a besoin de mettre des choses en place qui sont un peu différentes en fonction de certains contextes ou certains handicaps. Par exemple, la pause ne sera pas de la même durée ou ne sera pas au même moment ou les méthodes de travail vont être différentes. Puis, ce n'est pas du favoritisme, c'est pour compenser une incapacité. Parce que si on était tous pareils puis on avait tous, par exemple, le même poste de travail, il y a des gens qui ne seraient pas fonctionnels. Fait que je voulais juste ramener cette idée-là pour qu'on ne reste pas sur le ballon, même si c'est une belle histoire, puis c'est une belle idée. Puis dans certains cas, effectivement, c'est important de dépasser la vision que nous, on impose du handicap à une personne qui veut juste s'en sortir puis pas être une étiquette. Parfait. Juste pour clore, voilà. Ce qu'on pourrait tirer, c'est qu'en optant pour une équipe diversifiée, on se ressemble de plus en plus, comme M. Halazi, à une société où on trouve des profils divers et ça nous permet de mieux répondre, pas seulement aux besoins de nos clients, mais aux besoins d'une société. Hein. On passe de répondre aux besoins de notre clientèle, on passe à répondre aux besoins d'une société. Parfait. On va essayer d'y aller un peu plus vite sur la question numéro 4, puisqu'on a déjà abordé quelques points dans les questions précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la rétention de nos employés en situation de handicap? Madame Larrivée, on peut commencer? Bien, c'est sûr que, comme on dit depuis tantôt, ce ne sont pas des gens qui sont différents par rapport aux autres. En général, ils vont demeurer longtemps en emploi. Donc, c'est sûr que c'est déjà une qualité qu'ils ont, je pense, de plus que monsieur et madame tout le monde. Puis, ben, comme disait Madame Morin, ben, c'est de faire certains aménagements qui peuvent amener la rétention. C'est de mettre toutes les conditions gagnantes, dans le fond, pour que ça se passe bien. Hein. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On va vendre des forces de la personne, on va exposer à l'employeur quelles sont les conditions gagnantes pour que ça se passe bien, puis tout en tenant compte des fragilités de la personne. Donc, c'est souvent très simple. Une personne autiste, par exemple, qui peut être déconcentrée par le bruit, ben c'est de lui mettre un petit coin tranquille, c'est de lui permettre de peut-être des pauses dans un endroit isolé aussi. Fait que c'est des petits aménagements qui sont souvent pas coûteux, qui peuvent amener là, de faire en sorte que la personne va demeurer longtemps en emploi. Puis c'est des gens aussi qui ont des belles forces. Fait que c'est d'utiliser ces forces-là. Hein. Je pense
à une personne autiste qu'on avait placée dans une usine. Puis cette personne-là, justement, pour se calmer, l'employeur lui avait permis là, un petit coin tranquille où il pouvait aller dessiner. C'était comme ça qu'il venait réduire l'anxiété. Mais il était tellement bon en dessin que l'employeur a utilisé cette force-là. Donc, quand il avait à changer sa chaîne de montage dans son usine, bien, c'est sa personne autiste là, qui dessinait les plans. Fait qu'il est venu vraiment une limite du client est devenue une force pour l'employeur. Fait que c'est beaucoup d'utiliser ça aussi, là, j'aurais envie de dire. Madame Morin? Oui, merci. Donc, je le disais tout à l'heure, nous, au CRISPECH, on a élaboré un guide et un outil autodiagnostic là, qui s'appelle Incluvis et qui sera lancé là, bientôt le 10 février prochain. Il y a déjà une première version qui est sur notre site Internet, mais on fait quelques recommandations. Et ce qu'on dit, c'est évidemment, tout dépendamment de la taille de l'organisation, la première des choses, c'est peut-être cibler des personnes ou un groupe de personnes comme un comité ou quelqu'un aux ressources humaines ou que ce soit l'employeur lui-même, dépendamment de la taille là, de l'organisation, pour se pencher sur la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, qu'elles soient issues d'immigration ou non. Ce qu'on sait qui est gagnant au niveau des pratiques gagnantes pour l'employabilité des personnes en situation de handicap, c'est un engagement qui est clair et visible de la direction ou du management. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est démontré comme ayant un grand impact au niveau de l'inclusion en emploi. Une approche gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce qui est démontré également qui est une des meilleures pratiques, c'est de ne pas hésiter à recourir à de l'accompagnement pour la personne en situation de handicap, que ce soit avant, pendant l'inclusion, pendant le début du travail en organisation ou même pendant, pour s'assurer que justement les besoins d'accommodement puis les particularités de la personne en situation de handicap sont adéquatement respectées ou qui optimisent son travail. La formation du personnel qui supervise directement les personnes en situation de handicap, que ce soit sur la situation de handicap elle-même, dans ces particuliers. Quand on parle de quelqu'un qui a une basse vision, qui a un trouble de la vision ou quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est des mondes complètement différents. Et d'offrir de la formation puis de l'information de qualité quand on a un superviseur ou un chef d'équipe, ça peut être très, très utile pour l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. Ça peut même être déterminant. Ça va aider aussi au moment de l'évaluation du personnel, au moment où il y a des petits, peut-être des pépins qui peuvent arriver comme en toute situation d'emploi. L'établissement de partenariats avec des organismes qui sont externes et qui sont spécialisés, c'est sûr que ça aussi, c'est une pratique qui est reconnue comme gagnante quand on veut travailler sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. Particulièrement, il y a une expertise aussi là, sur ce qui est l'intersection handicap et immigration. Donc, c'est sûr d'aller chercher des gens qui ont une expertise. Si on sent qu'on a besoin de plus, c'est vraiment déterminant. Puis, c'est sûr que nous, notre guide et notre outil autodiagnostic vont être disponibles à tout le monde très bientôt. Comme je le disais, il va y avoir un lancement le 10 février, mais c'est en accès, ça va être en accès libre. D'utiliser des outils comme Incluvis, c'est sûr que ça peut aider les organisations à cheminer en employabilité des personnes en situation de handicap, en se gardant en tête qu'il faut y aller une priorité à la fois. On ne va pas révolutionner l'entreprise. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Il faut cibler des objectifs puis avancer vers ces objectifs-là tranquillement. Puis développer son expertise à l'interne aussi. Voilà, ça c'est... Parfait, merci. Monsieur Hall? Pour faire très très court pour cette fois-ci, oui. Je dirais juste, je reprendrai un peu ce que Richard Branson dit là, le fondateur de Virgin, c'est former vos employés suffisamment bien qu'ils ne peuvent pas partir et traitez-les très bien qu'ils n'aient pas envie de partir. Donc pour moi, ça repose vraiment là-dessus, c'est de faire monter ces gens en compétences au sein de l'organisation. Une fois encore, pas avec une vision à court terme en disant « Ah, mais s'ils s'en vont, ouais, mais le problème, c'est que si on ne les forme pas et qu'ils restent, on a des gens qui n'évoluent pas et donc on a une entreprise qui n'évolue plus. » Et puis, tout simplement de bien traiter ces gens qui paraît être le b.a.-ba, mais la compréhension et
et beaucoup d'empathie, de respect mutuel des uns et des autres et des diversités. Pour moi, c'est une richesse, la diversité. J'ai grandi là-dedans, donc j'ai du mal à concevoir des environnements qui sont différents. Pour moi, c'est juste, Madame Morin disait tantôt, la normalité. Moi, ma normalité, elle est déjà dans ce qui est tendance aujourd'hui. Alors, c'est pas une tendance pour moi, ça fait 40 ans que c'est une tendance. Donc, vous voyez, le respect, la compréhension de tout à chacun, et puis après, tout le monde a envie de rester chez vous le plus longtemps possible. Voilà. Et c'est sûr que, bon, là, on parle de personnes en situation de handicap, mais si cette personne en plus est issue de l'immigration, il y a d'autres petites choses qu'on peut accommoder. Par exemple, dans le passé, j'ai déjà suivi un employeur qui, il y avait une fille qui venait de l'Amérique latine. Pour eux, c'est important d'aller à la messe le dimanche. Bon, à ce moment-là, donner le chiffre de soir, il n'y a pas grand monde qui veut travailler le dimanche le soir, mais cette fille-là, elle pouvait parce que le matin, elle allait à la messe. Donc, des petits accommodements comme ça. Et ça faisait l'affaire de tout le monde puisqu'elle était toujours disponible le dimanche. À un moment donné, également, j'ai suivi un candidat qui travaillait pour la Ville de Montréal dans les piscines. C'était un candidat de petite taille qui était, lui, sauveteur ou assistant sauveteur. À ce moment-là, il a été affecté aux piscines. Voilà, et comme je vous dis, ce candidat qui ne pouvait pas se déplacer, à ce moment-là, ça a été de voir avec les commissions scolaires pour implanter les cours de français, de francisation au sein de l'entreprise. Voilà, puis il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié. En plus, ça a commencé à cause d'une seule personne, mais il y a d'autres personnes qui, par la suite, ont pu bénéficier de ce cours-là. Donc, voilà. Avant de terminer avec la période question, avec la période d'exposition, après, on va passer à la période questions-réponses. Mais avant de terminer avec cette discussion, avec quoi voudriez-vous que les participants repartent ce matin? Madame Larrivée? J'ai envie de leur dire d'oser la différence. Hein. Il y a des organismes comme le nôtre partout au Québec qui peuvent les aider. Nos services sont gratuits. Donc, si vous souhaitez embaucher une personne handicapée issue de l'immigration ou non, je vous invite à consulter le site du ROSEP, le ROSEPH, qui est le regroupement des organismes spécialisés là, pour l'embauche des personnes handicapées. Il existe une ressource, comme je disais, là, partout dans toutes les régions du Québec. Donc, si vous souhaitez, ça peut être facile de partir de cette façon-là. Là. Ils pourront vous recommander des candidats et vous accompagner aussi. Et on travaille, nous, on intervient dans toutes les sphères de la carrière d'une personne handicapée. Là. Donc, comme disait Mme Morin, si vous avez déjà quelqu'un qui a un handicap chez vous et que pour toutes sortes de raisons, la personne se retrouve en perte je pense à un employeur qui a communiqué avec moi, qui avait une de ses employés qui avait la sclérose en plaques et qui, dans quelques semaines, allait passer en fauteuil roulant, qui avait besoin d'aide là, pour aménager son milieu de travail, pour rendre accessible aussi son entreprise. Donc, c'est ce genre d'intervention-là qu'on peut faire aussi, là, autant pour l'intégration, mais on travaille aussi au niveau du maintien en emploi des personnes. Parfait. Juste dire aux personnes, ce n'est pas fini, donc restez avec nous. Madame Morin, avec quoi vous aimeriez que les gens repartent ce matin? Alors, je vais faire du pouce sur ce que Mme Larrivée vient de nommer. Je ne répétais pas tout ça, mais il y a de l'expertise utilisée là. Si vous sentez que vous pourriez en bénéficier, clairement, c'est une très bonne avenue. La deuxième chose, retenez moi, je suis sûre que je vais vendre ma perspective, mais la situation de handicap. Moi, j'invite les gens à garder ça en tête. Comment on peut considérer que c'est une situation qui peut mettre la personne dans une position défavorable. Donc, comment on peut voir la personne qui vit avec une incapacité comme étant en situation de handicap? Donc, si je suis chez l'employeur,
c'est quoi notre responsabilité là-dedans? C'est quoi le bout qui nous appartient? On partage cette responsabilité-là de la situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, peut-être se garder ça en tête. On sait que les bases morales et légales là, font en sorte que le respect de la diversité, ça va devenir, ou on souhaite que ça devienne le nouveau normal, comme disait M. Hall. On peut avoir l'impression que nos milieux de travail sont plutôt homogènes alors qu'ils ne le sont pas. Donc, peut-être se garder en tête ça aussi, notre attitude face à la diversité. Puis, je pense que ça va devenir un incontournable d'avoir une approche plus compréhensive de la main-d'œuvre. Et donc, de se garder en tête que le bien-être au travail, c'est une responsabilité partagée. Donc, utilisez les services à votre disposition, utilisez les outils à votre disposition, faites-vous confiance, partez modestement, soyez curieux et humble, puis vous allez progresser dans l'employabilité pour les personnes en situation de handicap, issues de l'immigration ou autres. Parfait. Monsieur Hall? Comme a dit Madame Larrivée, oser. En fait, c'est même pas oser, c'est juste ne nous mettons pas d'œillères supplémentaires dans une situation de main-d'œuvre qui est déjà bien assez compliquée comme ça depuis les quelques dernières années. Ne passons pas à côté de candidats, candidates qui ont des potentiels fantastiques sous prétexte qu'il y a une situation de handicap ou une situation ethnoculturelle qu'on ne connaît pas. Une fois encore, je pense que c'est la méconnaissance qui fait qu'on se met des barrières comme ça un petit peu psychologiques. Faisons tomber ça là en 2022. Je pense qu'on se ferait du bien à tous et toutes si on était un petit peu plus inclusif sans justement se dire que ça va être compliqué de le faire, mais que ça devienne un réflexe standard. Et surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, où il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, mais profitons de cette occasion pour découvrir la richesse de tous les candidats du marché du travail, ceux qui postulent régulièrement et ceux qui ne postulent pas régulièrement, et de bien regarder les CV de ceux que des fois on met de côté. C'est le moment de profiter de cette richesse. Ça peut énormément nous aider à combler les besoins de notre clientèle et de la société. Donc, actuellement, ma collègue Marcilène, chers spectateurs, va vous mettre un lien dans la boîte de discussion. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de compléter ce lien. Ça va vous prendre 2 minutes seulement. Pourquoi on vous demande ceci? Parce que c'est un projet financé par Patrimoine Canada. C'est l'un des rares projets qui permet de faire de conférences virtuelles gratuitement qui répondent à des questions sociales. Et puis, voilà, ça va nous permettre d'améliorer ce projet. En même temps, que vous répondez à ce court questionnaire, on vous invite à écrire vos questions, à poser vos questions dans la partie QR et on revient dans une petite minute avec ces réponses-là.
Nous voilà de retour. Il y a des personnes qui ont complété le sondage. C'est très apprécié. Ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, veuillez le compléter. Il n'y a pas de questions pour cette période-ci. Par contre, je vais demander à Madame Morin de nous parler un peu de son outil RH qui sera en ligne à partir du mois de mars. Madame Morin, vous pouvez même partager l'écran. Oui, donc, merci. Oui, bien, je peux vous présenter certainement quelques diapos d'une présentation qui présente notre guide et notre outil Incluvis. Donc, je partage mon écran sur le champ et j'espère que vous voyez tout de suite du premier coup. Donc, ça, c'est la page couverture. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, Incluvis, c'est vraiment un outil qui vise à accompagner les organisations. Donc, comme vous le voyez ici, c'est à la fois un guide et un outil. Ça donne le tout, ce qu'on va appeler Incluvis, mais les deux sont distincts. Donc, l'objectif du guide, je ne vais pas vous lire, faire une grosse présentation, mais c'est vraiment d'accompagner, de sensibiliser les organisations et les aider à entamer leur démarche au niveau de l'inclusion en employabilité des personnes en situation de handicap. Ici, je peux vous montrer un petit visuel. Donc ça, il y a un guide qui est explicatif, qui explique le vocabulaire lié à l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui explique la démarche. Donc, vous voyez ici les sections du guide. Là. On veut vraiment aider l'employeur à se familiariser avec la question. Donc, c'est quoi les concepts de la situation de handicap et de l'inclusion? C'est quoi les facteurs de réussite quand on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap? C'est quoi? Comment on peut évaluer sa progression au niveau de l'inclusion en emploi? Se renseigner, donc s'initier à la terminologie, se renseigner et passer à l'action. Puis certaines organisations ont même le souhait de développer une politique inclusive à l'interne. Donc, c'est un autre objectif du guide. Donc, l'outil est en 5 volets. Je vais vous montrer quelques captures d'écran juste pour ceux qui ont une curiosité par rapport à l'outil lui-même, qui est un outil autodiagnostique. Donc, il y a 5 volets qui ont 10 questions chacun. Et donc, chacun des volets est associé à un stade de l'emploi. Donc, que ce soit la place de la main-d'œuvre dans l'organisation, le recrutement et la sélection, l'accueil et l'intégration, le maintien en emploi puis les conditions de travail. Donc, on va offrir pour chaque section ou chaque volet de l'outil des questions que l'employeur peut se poser. Puis, il peut évaluer où ils sont rendus chez eux. Donc, ce qu'on a voulu faire au niveau du guide, de l'outil, c'est de ne pas rendre ça intimidant. Parce que c'est déjà intimidant pour beaucoup d'employeurs d'embaucher des personnes en situation de handicap, on l'a dit tantôt. Donc, on va dire comment on peut voir ça positivement comme étant des démarches qu'on entreprend et pas des choses qu'on n'a pas faites. Donc, on va le voir du côté plus positif. Donc, il y a des choses auxquelles on n'a pas encore commencé à travailler. Il y a des choses auxquelles on pense. Il y a des choses qu'on cherche, qu'on est en mode de planification ou qu'on est en mode d'implantation. Il peut y avoir des démarches où on est en route vers l'appropriation, puis des démarches où c'est complété. On a accompli des transformations pour être plus inclusif en emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un petit peu l'échelle qu'on propose aux employeurs pour pas qu'ils se sentent stressés, coupables, ou pas qu'ils sentent que c'est un poids trop lourd. Puis donc, un des exemples ici, c'est le premier sur la place de la main-d'œuvre. Donc, notre organisation possède une politique sur l'équité, la diversité ou l'inclusion. C'est un exemple. Donc, l'employeur ou la personne qui est responsable de remplir l'outil va pouvoir, avec l'échelle qui est proposée à droite, se mettre un pourcentage puis s'écrire des commentaires. Donc, c'est des outils qui sont informatisés, donc ils peuvent être sauvegardés, partagés à une équipe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur le sujet de l'employabilité des personnes en situation de handicap le plus fluidement possible. Puis souvent, ce n'est pas toujours une personne dans l'entreprise ou l'organisation qui va travailler avec ces outils-là. Donc, c'est un autre exemple ici du volet 4 sur le maintien en emploi. Donc, c'est un outil qui a été développé avec des experts aussi là, en inclusion. Donc, il y a eu du travail de fait avec le ROSEF également à cet effet-là. Vous voyez ici, c'est le maintien en emploi. Donc, je disais pour chaque volet, il y a 10 questions. Là, c'est un exemple où il y en a 2. L'information sur les mesures de soutien aux employés en situation de handicap et les ressources disponibles dans notre organisation
est diffusée systématiquement et de manière accessible. Donc, on va inviter les employeurs à s'auto-évaluer là-dessus. Donc, est-ce que nous, on donne toujours les ressources disponibles à tout le monde, étant donné qu'on peut supposer qu'il y a des personnes qui sont peut-être en situation de handicap qui ne l'ont pas dévoilé. Puis, qu'est-ce que ça veut dire de manière accessible? Est-ce que le français est facile à comprendre, par exemple? Est-ce que ça peut être lu par un lecteur d'écran, etc., etc.? Ça va être des idées de façon accessible de rendre la documentation accessible. Parfait. Où est-ce qu'on peut trouver cet outil, Madame Morin? Donc, ça, c'est notre nouvel outil. Et donc, cet outil-là, on va le lancer le 10 février prochain. Vous pouvez suivre nos réseaux sociaux au CRISPECH. Et puis, il y a une version d'Incluvis qui est déjà disponible sur le site Internet du CRISPECH. Pas tout à fait celui-là, par contre. Ce que je vais faire, c'est que j'enverrai un courriel avec toutes les références. J'ai déjà mis une image avec les références, mais j'enverrai un courriel avec les références à nos participants. Également, je voulais vous dire que si vous désirez qu'un gestionnaire de ressources humaines agréé, un agent de ressources humaines agréé, vous aide un peu dans le processus, on vous offre ce service gratuitement grâce à Patrimoine Canada. Donc, juste me contacter par courriel à ijq.qc.ca. Je vais vous envoyer toutes les informations pour que vous puissiez avoir accès à ce professionnel agréé. Je veux vous remercier énormément de votre participation, Madame Morin, Madame Larrivée, Monsieur Hall. On est très ravis de vous avoir reçus aujourd'hui. Je pense qu'on sort plus sensibilisé et informé par rapport à la question des personnes en situation de handicap provenant des différentes communautés culturelles. Puis voilà, restez avec nous. Comme je vous dis, il va y avoir 9 conférences. C'est la 6e conférence, donc il en reste 3 encore. Et puis voilà, on va aborder des sujets très intéressants pour vous. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. bye-bye. Bonne journée, au revoir.